Madeleine Parent, on vous a vu dans la série de Duplessis au moment où vous étiez emprisonnée. C'était à l'époque où vous étiez une toute jeune femme. Vous étiez déjà une militante syndicale, ce que vous êtes toujours d'ailleurs beaucoup plus tard. Je voudrais que vous me disiez un peu qu'est-ce que ça représentait à ce moment-là pour une jeune Québécoise de se battre contre le régime de Duplessis. Les travailleurs, depuis la guerre, avaient été très militants et ce n'était pas encore bien loin derrière nous. Alors il y avait un esprit de combativité chez les travailleurs, un désir de revendiquer des salaires, des heures de travail très longues, des conditions très mauvaises, et on se sentait en position au moins de tout tenter pour avoir un peu de justice et changer les choses. Quant aux arrestations, par exemple, dans la grève de la chute, Duplessis les ordonnait pour désorganiser les grévistes, pour désorganiser les lignes de piquetage. Ça allait avec l'entrée des scabs à l'usine, la venue d'un contingent très fort de police provinciale à la chute. Les arrestations faisaient partie de toute cette orchestration pour faire peur aux gens, les désorganiser et enfin pour essayer de briser la grève. Mais ça devait demander un courage et un moral très fort pour militer à ce moment-là. Je ne sais pas. Je pense que chez les travailleurs, on prend courage. Ils sont habitués à avoir des conditions très pénibles et ils ont ce courage, ils ont cette volonté et ils sont habitués de prendre des coups. Et je pense qu'en étant parmi eux, on devient fort comme eux. Qu'est-ce qui vous avait amené à militer avec les travailleurs? C'est une décision que j'ai prise à l'Université McGill quand j'étais étudiante, dans un milieu qui ne portait pas à de telles aspirations. Mais j'avais vu tellement d'injustices dans mon enfance au couvent, vis-à-vis les servantes que les religieuses prenaient, vis-à-vis les gens qui manquaient de travail durant les années de chômage. Quand je suis allée à McGill, je me suis rendue que c'était les gens favorisés qui envoyaient leurs enfants là, qu'on se préparait pour faire la vie prospère, pour se placer de façon très avantageuse. Et j'en avais le dégoût. Et c'est sûrement pas comme ça que je voulais vivre. Par ailleurs, par les journaux, par la radio, je me rendais compte qu'il y avait encore des gens qui souffraient, des gens qui produisaient dans notre économie et qui étaient loin d'avoir justice. Et en particulier les femmes, les ouvrières dans l'industrie de la robe, qui avaient fait certaines grèves dans les années 30 et qui en ont fait une au début des années 40. Et une grève où leurs intérêts ont été trahis par des bureaucrates syndicaux. Et je me suis dit que je voulais travailler avec ces gens-là. Mais à ce moment-là, défendre des idées comme celles que vous donnez, qu'on défend aujourd'hui encore de toute façon, ça amenait des accusations d'être communiste. On vous a accusé, vous, d'être communiste. Qu'est-ce que ça voulait dire à ce moment-là? C'était sous la loi du cadenas. Et comme vous savez, la loi du cadenas de Maurice Duplessis permettait qu'on entre dans la maison de quelqu'un qui était qualifié de communiste ou là où toute littérature communiste pouvait être trouvée. Seulement, on ne disait pas ce que c'était que le communiste, ce qui permettait de caractériser comme étant communiste toutes sortes de littérature, tout discours, toute personne. Et on s'en servait abondamment pour attaquer ceux qui s'identifiaient avec les ouvriers lorsque les ouvriers revendiquaient. Il est rare qu'il y ait eu une grève dans toute cette époque où les travailleurs ou leurs chefs n'aient pas été traités de communistes. Si je ne l'avais pas été, j'aurais eu un peu honte, parce que quand on militait, il fallait être traité de la sorte par ceux qui protégeaient le système et qui défendaient le droit que les patrons avaient à ce moment-là d'exploiter les gens comme ils le faisaient. On a fait plus que vous traiter de communiste. On vous a arrêté à 5 reprises, on vous a emprisonné, au total à peu près 3 semaines, mais on vous a surtout fait un procès pour conspiration séditieuse, un procès qui a duré très longtemps. De quoi est-ce qu'on vous accusait, au juste? D'abord,
presque tous les témoins contre moi ont été des agents de la police provinciale, y compris Paul Benoît, qui a été sous-député ministre de la Justice jusqu'à tout récemment, s'il ne l'est pas encore, qui a été l'homme qui a assommé mon mari Kent Rowley à la grève de 52 de Valleyfield. Et on essayait de dire que c'était de la sédition, que de s'attaquer aux privilèges des patrons, que de revendiquer le droit des ouvriers à obliger le patron de signer avec eux une convention collective, de revendiquer le droit des ouvriers de fixer avec le patron les conditions auxquelles ils travailleraient. Les Ayres étaient reconnus comme une espèce de groupe de grands seigneurs dans la région de la Chute, qui avaient pour leur dire qu'ils avaient fait bâtir une église dans la ville de la Chute dans les années 1930. Je ne vous dirai pas quel salaire ils ont payé pour bâtir l'église. C'était absolument aberrant. Mais de toute façon, ils passaient pour de grands pratiquants catholiques, des gens très généreux qui donnaient du travail aux gens, et nous devions être des esclaves dans la Chute pour tout accepter ce qu'ils nous donnaient. Alors, quand nous avons revendiqué de la façon que nous l'avons fait, que rien ne semblait faire peur aux ouvriers, c'était lèse-majesté ou conspiration séditieuse. Mais de quelle façon pouviez-vous vous défendre à ce moment-là? D'abord, il fallait continuer la grève. C'était le plus important. Et sur la ligne de piquetage, dans les combats pour empêcher les scabs d'entrer, en dépit de la police provinciale, en dépit de la propagande, en dépit de toutes les intimidations, c'était le plus important de voir à ce que la compagnie ne produise pas. Et c'était au cours de cette lutte pour maintenir les lignes de piquetage, évidemment que les arrestations sont venues pour nous désorganiser. Mais Duplessis a monté la campagne contre nous pour essayer de donner l'impression que c'était une espèce de révolution, alors que c'était une simple lutte pour le droit des travailleurs à décider en partie quelles seraient leurs conditions de travail, selon leurs forces économiques et collectives. C'est allé tellement loin qu'à un moment donné, vous avez été obligé de partiellement quitter le Québec et d'aller travailler en Ontario. Vous n'avez pas eu envie de tout abandonner à un moment donné? Non, c'est qu'en 1952, quand non seulement le gouvernement Duplessis s'est attaqué à nos travailleurs dans la grève des travailleurs du textile coton à Montréal et Valleyfield, mais aussi les dirigeants américains des unions internationales auxquelles nous faisions partie, ont trahi les droits des ouvriers. La lutte de 1952 était contre l'augmentation des tâches, l'augmentation des cadences, contre la coupe des taux à la pièce. Et les travailleurs ne voulaient pas céder. Les unions américaines ont accepté le contrat que la Dominion Textile imposait et que Duplessis voulait leur faire signer. Ce coût porté aux travailleurs, qui a valu 3 000 emplois sur 6 000 emplois que les travailleurs remplissaient dans les usines dans les deux villes avant la grève, il en restait 3 000 quand on a doublé les tâches après la signature de la convention collective qui a été signée par les traîtres. Eh bien, les gens ne se sentaient pas assez forts pour continuer les revendications, pour continuer à essayer d'obtenir justice. Nous avions en Ontario, dans notre syndicat, des travailleurs dont la force économique n'avait pas été épuisée, qui étaient encore prêts à combattre. Alors nous avons décidé de garder nos racines avec ces travailleurs-là et d'aller en Ontario militer à leur côté. Ça a dû être une décision un petit peu difficile à prendre? Très difficile. Seulement, Kent et moi en avons discuté sérieusement et nous avons cru que là où nous avions encore des travailleurs au textile qui voulaient continuer le combat, c'était important de le faire. D'autant plus que maintenant, le choix était clair. Il fallait organiser des syndicats canadiens ou disons des syndicats de chez nous. La trahison des unions internationales en 1952 était suffisante pour convaincre
un bon nombre de travailleurs, au moins dans le textile, que les unions internationales portent à la bureaucratie, portent à la trahison, et qu'il est important pour nous d'avoir nos propres syndicats. D'abord, les unions internationales n'ont jamais financé les travailleurs au Canada. Elles n'ont jamais vraiment organisé les travailleurs. C'est quelque chose que nous avons fait de nous-mêmes. Mais comme trop souvent nous manquons confiance en nous-mêmes, ça nous donnait confiance de porter la bannière des Américains. Cette bataille-là pour le nationalisme ou l'indépendance des syndicats canadiens, Madeleine Parent, vous la faites depuis très longtemps. Pensez-vous qu'on a fait des progrès, si vous regardez les dernières 25 ou 30 années? Oui, quand nous avons fondé la Confédération des syndicats canadiens en 1967, le tiers seulement des travailleurs au Canada tout entier étaient dans des syndicats de chez nous, soit canadiens ou la CSN, la CEQ au Québec. Aujourd'hui, plus de la moitié des travailleurs syndiqués au Canada sont dans des syndicats de chez nous. Et je pense que c'est un grand progrès. Nous avons démontré que les syndicats américains ont fait un profit en 14 ans de 250 millions sur les cotisations des travailleurs canadiens. Un profit après toutes dépenses payées, y compris les fonds de grève. Ça vous amène à faire finalement une double lutte, une contre les patrons pour obtenir de meilleures conditions de travail et une autre contre un establishment syndical. Quand nous combattons les patrons, ils ont toujours des alliés, que ce soit des alliés dans le gouvernement comme Duplessis, que ce soit des alliés dans la bureaucratie syndicale comme dans les unions américaines. Alors il faut combattre les alliés du patron. Et je dis que quand une union a son siège social à l'extérieur du pays, ça se prête à la bureaucratie parce que les travailleurs ici n'ont pas les moyens de déloger les directeurs, les chefs. Il faut avoir les moyens de le faire pour qu'un syndicat représente les intérêts de ses travailleurs. Pour ça, il faut que ce soit un syndicat de chez nous. Qu'est-ce que vous pensez des lois du travail qu'on a en ce moment au Canada, au Québec ou en Ontario? Elles sont loin d'être assez bonnes, mais au moins, si elles étaient appliquées dans l'intérêt des travailleurs, ce serait encore beaucoup mieux que ce que nous avons aujourd'hui. Les lois, soi-disant, voient à ce que les travailleurs aient le droit de se syndiquer, aient le droit de négocier avec le patron leurs conditions de travail. Mais qu'est-ce qui arrive? C'est que la loi dit que si le patron ne consent pas aux conditions de travail que les travailleurs considèrent justes, que les travailleurs ont le droit de faire la grève. Dans la grève, le patron peut demander une injonction contre le piquetage. Alors, la loi elle-même pousse à l'affrontement des patrons et des travailleurs. C'est la loi de la jungle. Et c'est encore bien injuste. Il faudrait un moyen d'imposer aux patrons des conditions justes et raisonnables. Et c'est une chose qu'on n'a pas. D'autant plus que quand nous allons devant la Commission des relations du travail en Ontario, par exemple, pour sévir contre un patron qui a congédié un travailleur à cause d'une grève ou parce qu'il est un syndiqué, un militant. Il y a un tas de machinations pour empêcher que nous ayons raison. Or, les lois sont appliquées beaucoup plus dans l'intérêt des travailleurs. Et si on regarde toutes ces lois, elles ont des soupapes, elles ont des aspects, des petites clauses où c'est laissé à la Commission des relations du travail ou aux administrateurs à juger. Or, comme ils appartiennent généralement, et en Ontario, c'est un gouvernement Tory, comme vous savez, très conservateur, comme l'était Duplessis, un peu plus sophistiqué, par exemple, alors ils trouvent toujours moyen d'agir de façon à ce que nous n'ayons pas nos droits et nous en revenons à la loi de la jungle. L'injonction est un des abus les plus violents contre les travailleurs. L'idée de l'injonction autrefois, c'était de protéger la propriété privée.
Si quelqu'un avait un argument avec son voisin, il y avait une injonction pour empêcher le voisin d'empiéter sur son terrain. On s'en est servi pour attaquer les travailleurs qui revendiquent leurs conditions. C'est tout à fait faux. Nos lois sur les droits de la personne sont un pieux souhait. Ce sont des lois qui n'ont pas de dents, malheureusement. Vous passez votre vie à vous battre pour ces choses-là. Vous passez aussi une partie de votre vie à faire de l'organisation syndicale, c'est-à-dire à favoriser les conditions d'association des travailleurs qui sont au bas de l'échelle. Je pense par exemple à ces femmes qui sont pour la plupart des immigrantes, qui travaillent dans le textile à Toronto. Je voudrais que vous me parliez un peu de cet aspect-là de votre travail aussi. Ces femmes me font penser un peu aux jeunes filles qui venaient de la Gaspésie, de la Mauricie, de la campagne et qui venaient travailler à Montréal dans les années 30. Elles ne parlent pas pour la plupart la langue anglaise. Elles font partie de familles. Beaucoup sont mères de famille ou jeunes filles aspirantes à devenir mères de famille. Elles sont obligées de travailler dans une ville où le père où le mari peut trouver du travail, comme par exemple dans la construction à Toronto. Et alors, avec les enfants, avec tous les travaux du ménage, dans les difficultés de logement où ces nouveaux immigrés se trouvent à Toronto, elles vont ensuite travailler, ce qui est un surplus, un fardeau très dur pour elles, mais elles sont obligées de le faire. Et quand le patron fait des injustices, parce qu'elles ne parlent pas la langue, elles ont de la difficulté à se défendre. C'est un peu comme nos travailleurs à Valleyfield en 40, quand ils étaient obligés de se défendre contre un contremaître anglais. Hein? Eh bien, c'est très important de les syndiquer. Et c'est ce que nous faisons de peine et de misère. Et nous trouvons parmi elles des porte-paroles, des jeunes femmes qui parlent un peu plus l'anglais, qui les défendent. Et c'est très intéressant. Une de nos présidentes est une femme grecque, une autre est une portugaise, une autre est une italienne. Elles sont toutes assez jeunes, mais l'italienne a déjà 14 ans de service avec cette compagnie, ayant commencé à l'âge de 14 ans elle-même. Mais vous, Madeleine Parent, en tant que Québécoise, comment vous sentez-vous de vivre à Toronto? J'aime vivre là où il y a des travailleurs qui veulent revendiquer. Que ce soit n'importe où, je suis bien. Mais si les choses étaient égales et que nous avions ici des travailleurs, une base chez nous au Québec, évidemment, je choisirais de vivre au Québec. En ce moment, les gens en Ontario, dans les autres provinces du Canada, sont très inquiets au sujet de ce qui se passe au Québec. Et la propagande, d'abord du gouvernement fédéral, de M. Trudeau, la propagande des patrons et la propagande des racistes essaient de leur représenter les aspirations des gens du Québec comme étant quelque chose qui fera tort à tout le Canada. Et c'est orchestré continuellement, on se sert d'absolument tout pour essayer de dire, bien, vous voyez ce qu'ils font au Québec, c'est des insensés, ils essaient de briser le Canada. Et pour ma part, et dans mon syndicat et dans notre centrale, nous faisons ce que nous pouvons pour faire comprendre aux gens, vous voulez être maître chez vous, vous voulez avoir votre mot à dire face au patron dans votre usine, les gens du Québec veulent être maîtres chez eux. Ce sont des travailleurs comme nous, et il faut respecter le choix qu'ils font. Et si nous respectons le choix qu'ils font, si nous combattons ceux qui veulent les empêcher de faire ce choix, nous n'agissons pas dans l'esprit de solidarité des travailleurs. Si au contraire, nous les acceptons et nous acceptons le choix qu'ils vont faire, nous pourrons exercer notre solidarité et ce sera dans l'intérêt du Canada anglais aussi. Mais pensez-vous que l'indépendance du Québec va à l'encontre des intérêts de la classe ouvrière, comme on l'a déjà dit dans certains milieux syndicaux? Non, du tout. Du tout. Pour pouvoir influencer le système économique,
l'avenir de notre pays. Il faut posséder notre pays d'abord. On ne peut pas le laisser à des étrangers et dire qu'on va leur demander de changer les choses et de nous donner plus de justice. Il faut posséder notre pays. Et avec l'engagement qui vient quand nous changeons les choses pour l'intérêt des travailleurs et de leurs familles, nous venons à exercer une influence et jouer un rôle beaucoup plus actif dans notre pays. Et si les gens du Québec voient qu'ils peuvent décider de leur sort au Québec, mais qu'ils ne peuvent pas concevoir qu'ils vont changer le Canada tout entier, eh bien qu'ils le fassent au Québec, et ce sera un exemple pour les autres au Canada anglais.